Salut tout le monde et bonne année 2024. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. La dernière vidéo, je crois que c'était en juillet 2023, voilà, si je ne m'abuse. Voilà, un petit ratio sympa de 2-3 vidéos par an, tu vois. Donc ça c'est, je pense qu'on est sur une bonne lancée, une bonne progression. Non, alors écoutez, donc, je suis vraiment désolé voilà, de ne pas faire autant de vidéos qu'il le faudrait, mais je tenais à revenir, je tenais à vous présenter mon top film de l'année 2023, comme ça ça me permettra d'évoquer des films dont je n'ai pas du tout parlé sur la chaîne, et de vous partager mon top, mes préférences pour cette année 2023. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau micro, voilà, donc je ne sais pas, est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau? On verra bien. Mais en tout cas, c'est la première fois que je fais une vidéo avec ce micro, donc si c'est nul, si c'est foiré, si ça marche pas bien, eh bien ce sera perdu. Voilà, ce sera tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, sans plus attendre, rentrons tout de suite dans mon top film 2023. Mais attention, petite précision, je ne mettrai pas dans mon top film 2023 un film qui est pourtant sorti en mars 2023 et que j'ai adoré. C'est évidemment le film The Fabelmans de Steven Spielberg. Je ne le mets pas parce que je l'avais mis dans mon top film 2022 où je l'avais placé en numéro 1 d'ailleurs. Voilà, je l'avais mis en 2022 puisque j'ai découvert le film 2 fois d'ailleurs en 2022, en décembre 2022. Donc sans plus attendre, rentrons tout de suite dans mon top 10 des meilleurs films de l'année 2023. Numéro 10, Anatomie d'une chute. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre que je mette ce film qui est tant adulé aussi bas dans mon classement, mais je le mets quand même dans le classement, parce que je n'ai pas trouvé que le film était un chef-d'œuvre absolu du 7e art qui méritait la Palme d'Or, le Golden Globe ou pourquoi pas l'Oscar, tout simplement parce que d'un point de vue formel, j'ai trouvé que le film était assez basique, assez plat. Ça manquait un peu de cinéma pour moi, même s'il y a une ou deux idées de mise en scène assez intéressantes lors des scènes de procès. Et puis, malheureusement, j'avais deviné l'issue du film, j'avais un peu deviné la fin au bout de 10 minutes, donc le suspense autour du procès était complètement caduque pour moi. En revanche, là où le film m'a vraiment plu, c'est surtout pour son scénario et les thématiques qu'il aborde, comme la jalousie et la frustration qui peut amener petit à petit de la toxicité et au délitement d'un couple, et évidemment la thématique autour de l'appareil judiciaire, voilà toute cette mécanique froide et implacable de la machine judiciaire qui peut broyer tous ceux qui passent dans ses rouages. J'ai trouvé que ces thèmes-là étaient vraiment bien développés et bien amenés. Les dialogues et les personnages sonnaient vraiment justes. Voilà, on y croyait à mort. Les acteurs, et notamment l'actrice Sandra Hüller, étaient ultra convaincantes. Donc, plus que la finalité de toute cette histoire de procès, c'est surtout le comment que j'ai trouvé passionnant, c'est-à-dire plus l'aspect drame psychologique que l'aspect drame judiciaire. Numéro 9, Godzilla Minus One. Alors ça, je l'aurais vraiment pas cru, j'ai eu les larmes aux yeux devant un film Godzilla. Après, je ne suis pas un spécialiste du genre, j'ai pas vu tous les films de Kaiju Eiga. Ça se trouve, il y a d'autres films Godzilla super émouvants que je n'ai pas vus. En tout cas, le dernier que j'avais vu, c'était Shin Godzilla, que j'avais plutôt bien aimé. Mais celui-là, Godzilla Minus One, est à mon sens supérieur parce que le film donne la part belle aux émotions de ses personnages. Le film propose un parcours de personnages vraiment émouvant, avec un double enjeu dramatique, à savoir détruire le monstre et se reconstruire après un trauma. Il y a une sincérité qui traverse l'écran et qui nous touche vraiment. Les effets spéciaux étaient convaincants, même si oui, pas parfaits, mais 15 millions de dollars pour aboutir à un tel spectacle, c'est juste hallucinant. Et c'est la honte pour tous les blockbusters américains à 200 millions de patates qui sont sortis ces dernières années. Donc Godzilla Minus One a été pour moi le meilleur blockbuster, on va dire, ou le film à grand spectacle de l'année 2023. Numéro 8, Je verrai toujours vos visages. Alors là, pareil, je me suis pris une claque assez inattendue devant ce film.
La justesse du jeu des acteurs et des actrices est remarquable. C'est essentiellement grâce à ça, d'ailleurs, que le film ressort véritablement et gagne une émotion très forte et très marquante. Les échanges entre les personnages sont toujours captivants et chargés en empathie grâce à des anecdotes bouleversantes et une écriture au cordeau très efficace. Les personnages en deviennent tous très attachants assez rapidement. Même si le film, c'est vrai, est un petit peu naïf et un petit peu facile dans, on va dire, dans sa finalité, j'ai trouvé quand même l'expérience de toute cette thérapie très réjouissante et pleine d'humanité, et ça fait du bien de voir un peu de lumière dans l'obscurité de l'âme humaine. Numéro 7, Misanthrope. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir enfin au cinéma sur grand écran un genre de film qu'on ne voit plus trop ces dernières années, à savoir le thriller policier. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit plus des bons petits thrillers policiers comme ça au cinéma, ça manque terriblement. Donc Misanthrope, eh bien c'est l'histoire d'une fliquette qui va devoir collaborer avec le FBI pour arrêter un tueur de masse qui sévit sur la ville de Baltimore. C'est un film qui nous plonge dans tous les méandres d'une enquête policière, dans tous ces mécanismes entre les règles immuables de la hiérarchie, l'influence dangereuse des médias et la mainmise de la politique de la ville. Les personnages sont pris en étau comme ça dans un système et c'est vraiment passionnant. Le personnage de la policière est très bien écrite. Ses problèmes psychologiques, qui sont un handicap au début du film, vont se révéler être finalement un atout pour lui permettre de mieux comprendre le tueur qu'elle poursuit. La mise en scène est ultra efficace. Rien que les 15 premières minutes du film nous glacent le sang. C'est prenant, c'est bien filmé, bien joué et avec une fin plutôt surprenante. Donc Misanthrope, c'était du bon film policier comme on en voudrait plus souvent. Numéro 6, Yannick, le dernier film de Quentin Dupieux, qui est tout simplement son meilleur film à mon sens. C'est peut-être moins original et moins barré que ses autres films, mais là où on perd en originalité, on y gagne en efficacité dramatique et émotionnelle. Raphaël Quenard est absolument parfait dans le rôle de cet homme lunaire qui prend en otage une pièce de théâtre. On est vraiment amusé de le voir interrompre une pièce de théâtre de boulevard, le vaudeville ultra cliché et bien lourdingue. Les acteurs sont tous excellents, Pio Marmaille, Blanche Gardin, mais c'est vrai que la performance de Raphaël Quenard est vraiment ce qui ressort le plus du film. C'est lui qui porte le film sur ses épaules. Sa folie est complètement magnétique. Il est à la fois glaçant et hilarant. On ne sait pas trop où tout ça va nous mener, mais l'issue du film est vraiment satisfaisante. Un film qui nous rappelle de manière troublante que l'art peut être une puissance cathartique essentielle pour le salut de notre âme. Numéro 5, ça y est, on rentre dans le top 5, les 5 meilleurs films de l'année 2023. Et en 5, j'ai choisi Le procès Goldman, un quasi huis clos dans une salle d'audience où on va vivre le procès d'un homme accusé de meurtre suite à un braquage dans une pharmacie. Le film est prenant du début à la fin grâce à une tension permanente entre tous les personnages. On est absolument absorbé par l'intrigue, entre les différentes joutes verbales et les fortes personnalités qui s'entrechoquent. Les comédiens sont tous excellents. On ne sort jamais de la salle d'audience, mais en revanche, on sort de la salle de cinéma avec plein d'images dans la tête, au vu de tout ce qui s'est raconté. Toute la reconstitution de l'enquête est tellement bien incarnée par les dialogues et tous les intervenants qu'on arrive complètement à se projeter dans les lieux, dans les décors qui sont évoqués. On a tout dans la tête, on vit le procès, on est dedans à fond. Donc en termes de mise en scène, le film réussit à être cinématographiquement intéressant, là où il aurait pu tomber dans l'écueil du théâtre filmé, de par son concept de huis clos de départ. Et en plus, les questions soulevées entre la défense et l'accusation sont passionnantes et enrichissantes. Donc, le procès Goldman, un film judiciaire rigoureux et implacable. Numéro 4, Winter Break. Alors là, ça a été la surprise de la fin d'année. Winter Break, c'est un film réalisé par Alexander Payne. Et d'habitude, c'est vrai, je ne suis pas vraiment un fan absolu de ces films, mais là, je dois dire que, il m'a complètement cueilli. C'est une comédie dramatique, douce amère, voire tragicomique, autour d'un récit initiatique avec des personnages qui sont a priori totalement opposés, mais qui vont à un moment donné s'apporter quelque chose. Donc,
Oui, schéma classique me direz-vous, mais quand c'est aussi bien écrit et aussi bien incarné, c'est vraiment un pur plaisir. Les personnages sont très vite attachants et émouvants. Paul Giamatti joue ici probablement son meilleur rôle. Il est aussi drôle que bouleversant. Il mérite de gagner un Oscar. Il a d'ailleurs déjà gagné le Golden Globe au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc pour l'Oscar, c'est plutôt bien parti. La mise en scène, elle ne brille pas forcément d'une forme remarquable, mais elle adopte une imagerie très années 70 avec un grain 35 mm assez prononcé qui nous transporte parfaitement dans l'époque où se situe le film. Donc Winter Break, c'est une jolie histoire très touchante sur des personnages paumés qui vous réchauffera le cœur, vous fera rire et pourquoi pas pleurer. Numéro 3, L'Enlèvement, film italien. L'Enlèvement, c'est un projet qui a longtemps été convoité par Steven Spielberg. Il devait le réaliser il y a environ 10 ans, mais après avoir passé beaucoup de temps à chercher le bon acteur pour interpréter l'enfant sans jamais vraiment le trouver, eh bien, il a abandonné le projet et le film a finalement atterri entre les mains du réalisateur Marco Bellocchio et le résultat est tout simplement prodigieux, magnifique, réussi. L'enlèvement, c'est une histoire absolument improbable et pourtant bien véridique, à savoir celle d'un enfant juif de 6 ans enlevé à sa famille par la loi pontificale de l'Italie du 19e siècle. Le récit est bouleversant, déchirant, presque kafkaïen devant l'absurdité de la situation. C'est le combat d'une famille face aux ambitions politiques d'un pape résolument déterminé à installer son pouvoir. La photo est sublime, la mise en scène très raffinée et prend parfois des airs d'opéra avec des compositions de plans qui ressemblent à des tableaux. Le jeune acteur qui interprète l'enfant est parfait de justesse, on en ressort le cœur serré. C'est le film qui m'a fait le plus pleurer en 2023, donc ne manquez pas L'Enlèvement si vous ne l'avez pas vu. Numéro 2, et là j'ai beaucoup hésité avant de le mettre à cette place et puis je me suis dit allez, Barbie. Non, je déconne. Oppenheimer. Voilà un film que j'ai déjà vu 3 fois. Le sujet m'a totalement passionné, les thématiques m'ont complètement happé. Cette course contre la montre pour fabriquer une bombe atomique avant les nazis, les conséquences morales et politiques d'une telle création, ce que ça implique en termes de responsabilité, de dilemmes moraux, de sentiments de culpabilité. Toutes ces questions sont brillamment mises en scène de manière immersive par Christopher Nolan qui fait tout pour que le spectateur rentre dans l'esprit d'Oppenheimer, ressente toutes ses émotions et partage avec lui ses sentiments, ses visions d'horreur qui passent furtivement devant ses yeux comme dans cette scène incroyable où il tient un discours devant une audience, une scène que je ne spoilerai pas si vous ne l'avez pas vue. Ça parle beaucoup, oui, c'est vrai, c'est très bavard, mais c'est toujours prenant. Les scènes d'interrogatoire sont filmées avec une telle intensité que les échanges sont toujours palpitants. La musique est l'une des meilleures de 2023, si ce n'est la meilleure. Les images sont à couper le souffle. D'ailleurs, le Blu-ray 4K comporte la plus belle qualité d'image que j'ai vue sur un support physique en 2023. Les scènes tournées en IMAX sont tout simplement hallucinantes de précision, de luminosité, de définition. C'est un régal absolu. Cillian Murphy et Christopher Nolan auront peut-être l'Oscar et ce serait bien mérité. Donc Oppenheimer, oui, c'était bien de la bombe. Le jeu de mots, je sais, est tout pété, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Numéro 1, le meilleur film de l'année 2023, vous l'avez deviné, c'est évidemment Rebel Moon de Zack Snyder. Killers of the Flower Moon, meilleur film de l'année. Pourquoi? Parce que quel film monumental! Un film d'époque de 3h30 réalisé de main de maître par un Martin Scorsese, toujours en pleine possession de ses moyens, avec un casting 5 étoiles, dans lequel je retiens surtout Robert De Niro, que je n'avais pas vu dans un aussi bon rôle depuis des lustres. Je l'ai trouvé d'ailleurs bien meilleur dans ce film-là que dans The Irishman. Dans The Irishman, j'avais trouvé que sa performance était malheureusement un peu parasitée par les effets spéciaux de rajeunissement numérique. Je n'arrivais pas à sonder son âme et ses émotions derrière ses yeux vitreux artificiels, alors que dans Killers of the Flower Moon, là j'ai pu sonder son âme noire et voir sa perfidie et son hypocrisie dans son jeu d'acteur. Donc là c'était vraiment jouissif. DiCaprio aurait pu se passer de sa gueule de bulldog à la Marlon Brando, mais il reste toujours efficace.
L'actrice Lily Gladstone est bouleversante. La réalisation de Scorsese est classique, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire comme dans du bon vieux cinéma bien exécuté, ingénieux et virtuose. Pas d'effet de style outrancier, mais une mise en scène intelligente et noble pour éviter de faire un film-spectacle sur un sujet aussi horrible. Même si le film est un poil trop long, c'est vrai, l'histoire est malgré tout passionnante. Moi, je me suis pas du tout ennuyé, même si oui, j'ai senti qu'il y avait peut-être 2-3 moments redondants qui auraient pu être squeezés au montage, mais j'ai quand même trouvé l'histoire absolument passionnante à suivre. Et puis, surtout, j'ai trouvé que le film faisait aussi office de récit pédagogique parce que j'ai l'impression que personne n'avait jamais entendu parler de cette tribu indienne des Osages. En tout cas, moi, je ne connaissais pas leur histoire et je ne savais pas qu'il avait existé une tribu indienne aussi riche grâce à leur exploitation de pétrole. Évidemment, les choses ne vont pas bien tourner pour eux et ils vont petit à petit se faire spolier par une mécanique machiavélique horrible. On est pris à la gorge d'ailleurs par ce mal absolu, froid et calculateur qui infuse tout le long du film. En termes d'ampleur visuelle, on pense, je trouve, un peu à La Porte du Paradis de Michael Cimino et aux Moissons du Ciel de Terrence Malick. C'est donc pour toutes ces raisons que Killers of the Flower Moon est pour moi le meilleur film de l'année 2023. Et voilà, bilan, 4 films français, 4 films américains, un film italien, un film japonais. Si ça, c'est pas de l'éclectisme, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'était mon top film de l'année 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos films préférés, vos 10 meilleurs films de l'année 2023. On en débat, on en discute toujours dans la bonne humeur, la bienveillance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Je compte revenir en 2024, je vous promets, je ferai encore une autre vidéo. Et d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à fréquenter les salles obscures. Et à très bientôt. Ciao. Faut que je me remette dans le bain.